Et donc quand on est milliardaire, il s'appelle Bidzina Ivanishvili, il n'avait aucune connexion avec la France, mais il était très riche, à milliard, il avait gagné son argent à Moscou, eh bien il a acheté la citoyenneté française. Donc en fait, les autorités françaises auraient des moyens de faire pression sur leurs propres citoyens qui mettent à mort l'ancien ennemi public numéro 1 de Poutine avant d'être détrôné par Zelensky, comme dans la liste des personnes à abattre. Sur la question qui a été posée sur pourquoi ce tropisme russe des élites françaises en particulier, ou de la France en général, il faut juste, pour comprendre et prendre la mesure de ce tropisme-là, prendre la liste des gens qui assistaient aux fêtes de l'ambassadeur Orlov à Paris. Les gens qui assistaient aux fêtes de l'ambassadeur Orlov à Paris, dans les salons du Crillon, eh ben, c'est l'ensemble de l'élite française. Vous aviez les écrivains, il y en a un qui a été cité, mais vous aviez aussi des patrons de presse, vous aviez aussi les grands patrons des grandes entreprises. Alors M. Pouyanné et avant M. Marjorie sont en tête, les patrons de Total, mais vous avez aussi des responsables politiques de l'extrême gauche, de l'extrême droite, enfin pas de l'extrême gauche, de la gauche, je sais pas comment on dit, insoumise en tout cas, de l'extrême droite, ça on peut dire extrême droite, du centre, de la droite, de tous les partis politiques. Et ils assistaient à ces fêtes au nom d'intérêts immédiats, je suppose, mais aussi au nom de cette fascination qu'exerce la Russie. Et chaque président, sauf Hollande, il faut le noter quand même, parce qu'on critique souvent, mais sur ce point-là, il a eu raison, chaque président français a l'impression de participer à une grande tradition culturelle quand il va manger son chapeau à Moscou. C'est hyper impressionnant, c'est-à-dire que franchement, Chirac, Sarkozy et Macron ne connaissent strictement rien à la littérature russe, parce que je parlais d'amoureux de la littérature russe, vous en avez un ici, ne connaissent rien, une sorte des citations débiles de Dostoïevski, sans avoir lu le livre évidemment, mais ils ont l'impression que dans leur relation avec Poutine, ils parlent à des siècles de culture et d'histoire. Et c'est un mythe total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette tradition-là. Il n'y a pas cette incarnation d'une continuité culturelle par Poutine, puisque les grands écrivains russes sont tous morts par les prédécesseurs, tous été tués par les prédécesseurs ou persécutés par les prédécesseurs de Poutine, que Pouchkine et Poutine, c'est quand même pas le même monde et c'est pas le même pays, mais c'est vrai qu'il y a cette fascination-là du grand empire et de la grande culture. Et je pense que pour la France, c'est aussi un moyen d'échapper à son déclassement. C'est-à-dire que quand on est en face à face avec Moscou, on a l'impression qu'on est très haut, alors que quand on téléphone à Riga ou à Tallinn, on a l'impression qu'on tombe. Et il y a cette fascination de grandeur qui explique ça, et qui explique qu'un président, par exemple Emmanuel Macron, qui fait de son amour de l'Europe un étendard, et ce qui a rallié aussi plein de gens qui venaient de la gauche, qui se sont dit au moins lui, il défend l'idée européenne, c'est hyper important dans une période marquée par le nationalisme et tout ça. Eh bien, Emmanuel Macron, tout son premier mandat, il l'a passé à essayer d'établir un dialogue direct avec Moscou, en passant par-dessus la tête de Bruxelles, en passant par-dessus la tête de Tallinn, en sacrifiant les Polonais, en sacrifiant les Baltes, et en établissant quand même des comités de défense commune en 2019, donc bien après l'occupation de la Crimée avec la Russie. Alors, il fait un discours aux ambassadeurs en 2019 où il nous explique qu'il faut faire un front commun avec la Russie, entre la Russie et l'Union européenne. Et donc il y a cette tradition-là de fascination pour l'Empire russe, et à mon avis qui cache quelque chose profondément problématique de manière démocratique, c'est aussi une fascination pour la verticale du pouvoir et pour l'autoritarisme. Ah, là on parle à quelqu'un qui, lui, sait contrôler son pays, sait contrôler son peuple, sait qu'il faut être jupitérien, sait que, ce qui souligne, encore une fois, d'autant plus le problème quand des gens de gauche adhèrent à ce type de fascination. Parce que qu'est-ce que ça veut dire sur ensuite le projet qu'ils nous vendent sur la 6e République? On est pour la démocratie à tous les étages et en même temps on est complètement fasciné par le pouvoir vertical d'un tyran autoritaire. Ça, c'est une vraie question. Et ça rejoint la question qu'on débattra plus tard, qui est, nous, on a soutenu, ah bah tiens, je te répondais, mais on a soutenu
une alliance électorale pour qu'on ait des députés de gauche à l'Assemblée nationale. Et on voit aujourd'hui avec la réforme des retraites, par exemple, ou avec la question écologique, qu'on a besoin de voix comme celle-là, porte-parole de la solidarité sociale et de l'écologie à l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas adhéré à un projet commun ou à une alliance structurelle. Jamais. Et donc, sur la question qui était posée de est-ce qu'on sera capable de défendre ces principes-là jusqu'au bout? Mais la réponse, elle est 1000 fois oui. Et en particulier aux élections qui arrivent, qui sont les élections européennes. Je veux dire, s'il y a un sujet sur lequel on doit se transiger sur aucun de ces principes qui ont été exposés ce matin, c'est bien le moment des élections européennes. Ce sera la discussion. Et ces élections, elles seront marquées par une période qui est une période de guerre. Il faudra qu'on sache quel est le projet pour l'Europe. Et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur l'écologie, quand tu dis « je pense que c'est lié ». Moi, je pense que la honte ultime de la gauche actuelle, c'est pas tellement même telle ou telle position sur l'Ukraine, c'est le fait que même quand elles ont des bonnes positions, les grandes figures de la gauche française, elles attendent d'être questionnées sur l'Ukraine pour répondre. Oui, oui, nous sommes pour les livraisons d'armes décrétées par Emmanuel Macron. Oui, oui, nous sommes pour ça, nous sommes... Et on devrait s'emparer du sujet. Pourquoi? Parce qu'on peut développer tout un projet politique pour l'Europe à partir de cette situation qui nous est imposée aujourd'hui. Et moi, je suis d'accord. L'écologie, et c'est l'objet du débat tout à l'heure, ça fait partie de la réponse à Poutine. Ça fait partie de la réponse à Poutine, la sobriété écologique, la transition énergétique. Et je pense aussi que la solidarité sociale fait partie de la réponse. Si vous voulez faire un effort de guerre sur le long terme, alors il faut taxer les profiteurs de guerre. Alors il faut taxer les entreprises comme Total, surtaxer les entreprises comme Total qui font des bénéfices records grâce à la guerre. Alors il faut développer des mécanismes de solidarité sociale pour que la cité reste cohérente dans l'effort et dans le sacrifice qui lui est demandé à long terme. Si vous voulez qu'on démente Poutine dans son pari, qu'on n'est pas capable de tenir cet effort à long terme, il va falloir que les sacrifices demandés soient justes. Donc nous, on doit avoir un discours de gauche qui explique en quoi la solidarité en temps de guerre devient fondamentale. En quoi, aux États-Unis, on a taxé jusqu'à 90% les surprofits au moment en 1940 sur Roosevelt. Donc, c'est possible, pas simplement de répondre oui, oui, nous sommes solidaires des Ukrainiens, mais de développer un discours de solidarité à partir même de la réalité qui nous a imposée, qui est la guerre. Mais pour ça, il faut avoir un point de vue clair sur la guerre. Or, on ne l'a pas aujourd'hui. Et ça sera une grande explication aussi là-dessus. Aujourd'hui, ne pas avoir de position claire sur la guerre en Europe condamne toute possibilité d'être crédible sur la question européenne. Ne pas avoir de position claire sur l'Europe de la défense, sur la nécessité, face à Poutine, de construire une Europe qui soit sûre et qui puisse se défendre. Donc, ne pas voter, par exemple, les textes sur l'Europe de la défense, c'est rédhibitoire. Parce qu'on doit pouvoir avoir un discours de gauche qui est un discours sur la protection de nos démocraties. Et donc là-dessus, nous serons absolument sans compromission. Parce que ça fait partie de notre ADN et que c'est surtout notre responsabilité historique. Et je pense que toutes les questions sont liées. Ce que nous demande la transition écologique, ce que nous demande les conséquences de la pandémie, quand on s'est rendu compte qu'on était plus foutu de produire des masques, de produire du curare, de produire du Doliprane en Europe. Et ce que nous demande la résistance à Poutine, finalement, c'est la même chose. C'est l'affirmation d'une puissance démocratique européenne capable de défendre, mais aussi de projeter ses principes et de construire son autonomie et de s'affirmer. Et ça, ce sera le cœur de l'année qui vient pour nous. Mais c'était important de commencer cette année, justement, et je te jure, je m'arrête. C'était important de commencer cette année par votre parole, et je vous remercie profondément d'être venus. Et sachez que déjà, on va se retrouver dans 3 semaines, pour le premier anniversaire de la guerre. Il faut qu'il y ait des mobilisations partout en France qui montrent que cette solidarité ne s'est pas épuisée. Et ensuite, on va se retrouver à chaque fois qu'il faudra marquer notre solidarité vis-à-vis de la résistance ukrainienne et vis-à-vis de la révolution sacrifiée de Syrie, qui restera comme
la honte ultime. Moi, si j'ai un seul regret, honnêtement, dans mon existence aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu de parole publique, enfin de capacité à être entendu et de mouvements politiques comme le nôtre au moment de la révolution syrienne, parce que je pense qu'on aurait réussi à bouleverser la gauche, mais sur cette question. Et voilà, donc on ne laissera pas se commettre 2 fois le même crime d'indifférence, et on réussira sur l'Ukraine, et à la fin ça bénéficiera aussi à la Syrie.